Bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, chers téléspectateurs, c'est votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité guinéenne. Pourquoi pas le passage de celles et ceux qui font l'actualité. Dans cette émission, nous nous intéressons à l'un des sujets qui cristallise toutes les attentions en Guinée depuis quelques jours. En effet, le président de la République, dans une adresse à la nation, instruit à son Premier ministre, Dr Kassori Fofana, d'organiser les consultations nationales en vue d'obtenir toutes les opinions sur le projet du changement de la Constitution. Pour en parler, nous avons comme invité dans cette émission M. Suleiman Keïta, conseiller à la présidence de la République et également membre du comité national des jeunes du RPG Arc-en-Ciel. Une fois de plus, merci pour votre aimable attention. M. Keïta, bonjour. Bonjour, mon cher frère, et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Alors, on va commencer cette émission par cette première interrogation qu'on fait parce que vous le savez quand même qu'il y a un certain nombre de commentaires sur la situation actuelle du pays, notamment sur le plan sociopolitique. Vous, en tant que membre du RPG Arc-en-Ciel, quelle lecture faites-vous de l'actualité sociopolitique de la Guinée? Écoutez, vous savez, forcément, cette actualité politique doit attirer l'attention. Je crois que pour parler de cet état de fait, il faut revenir un peu en arrière parce que la situation actuelle du pays, en tout cas au plan social et politique, tire ses racines des dernières évolutions de la situation globale du pays ces années passées. Tout part de la transition. Vous savez, nous avons connu une transition assez tumultueuse à cause du fait qu'il y a un groupe de jeunes militaires qui s'est accaparé du pouvoir après la mort du général Lansana Conté. Et malheureusement, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'impréparation ou c'est la hantise, n'est-ce pas, du pouvoir qui les a perturbés. Finalement, il s'en est suivi un attentat contre la personne du capitaine Dadis. Et après, vous savez, c'est une transition qui a eu en deux phases. Une première phase avec le capitaine Dadis et une deuxième phase avec le général Sekouba Konaté. Donc, nous sommes sortis d'une transition comme ça, une transition dans laquelle chacune des composantes de la classe politique voulait manipuler à souhait pour arriver à des objectifs que vous savez. Oui. Et donc, mais malgré tout, la Guinée étant un pays béni, parce que c'est la vérité, la Guinée, c'est à des moments où tout le monde craint la catastrophe. Mais le passé, quand même, est le passé. Que l'on se met ensemble pour surmonter ces Mais ça fait 10 ans, hein, ça fait plus de au moins une dizaine. Vous savez, on ne peut pas détacher. Presque 10 ans que vous êtes au pouvoir. C'est vrai, on le sait quand même que depuis qu'Alpha Condé est à la majorité suprême, il y a quand même la question des grèves qui revient à chaque fois, les manifestations politiques. On ne peut pas détacher, vous savez, parce que la transition a été très mal gérée. Oui. L'élément le plus plausible de cela, c'est le fait que pendant une transition que je viens de décrire, qu'on dote le pays d'une constitution, malheureusement, qui n'a pas été fait dans tout le sérieux nécessaire. Et qui fait qu'aujourd'hui, la gestion du pays est confrontée à un certain nombre de difficultés du point de vue espace institutionnel. Non, mais qui parle de grève, de manifestations dans le secteur éducatif guinéen n'est pas forcément lié à la Constitution. Non, je vais en venir. Il y a plusieurs facettes. C'est-à-dire que vous posez une question très ouverte. Quand vous parlez de l'actualité sociopolitique, moi je parle de l'analyse depuis la source. Maintenant, si on veut chercher à expliquer pourquoi on a connu tant de manifestations, ça c'est une autre question. Des crises à répétition. Là-dessus, non, justement, l'une des sources des crises à répétition entre acteurs politiques relève généralement de l'insuffisance de nos textes qui régissent le fonctionnement de notre État. Et sur le plan social, parce que vous n'allez pas me dire que l'éducation relève quand même notamment la constitution dont on va parler. Oui. Mais les autres crises. Notamment dans le secteur éducatif. Vous savez, il y a une volonté manifeste, souvent chez nos acteurs politiques. Vous savez, ce qui se passe en Guinée, c'est qu'après la mort du président Lansana Conté, nous nous sommes retrouvés avec une classe politique en réalité corrompue à 90%.
Vous savez, le RPG, Arc-en-Ciel, le RPG, est le seul parti en Guinée qui n'a jamais accepté la compromission, grâce à la vision du professeur Alpha Condé, qui a toujours dit non, je suis un opposant, je ne m'associe pas à une gouvernance que je sais pertinemment ne pas être à même de permettre à la Guinée de sortir de l'ornière. Mais ce sont les anciens dignitaires qui se sont finalement retrouvés dans la classe politique, à commencer par le chef de file de l'opposition et tous les autres qui s'en suivent. Mais malgré tout cela, quand même, on le sait mais que cette crise, c'est vrai, il y a eu des crises. Surtout dans le secteur guinéen qui a eu beaucoup d'impact. Oui, vous savez. Et ça, vous ne pouvez pas l'imputer à la politique. Non, je suis un enseignant. Je sais bien que ces crises, il y en a eu. Ouais. Mais d'où nous partons? Vous savez, quand vous prenez les deux grèves majeures qu'il y a eu au niveau du secteur de l'éducation, sont parties d'une scission entre le syndicat de l'éducation, notamment le SLEG. Il y a eu une guerre de leadership au niveau du SLEG qui a amené l'éclatement de cette structure. Et du coup, puisque les gens ont tendance à exister, n'oubliez pas que l'objectif des syndicalistes n'était pas forcément l'amélioration des conditions de vie des enseignants, même si on peut en discuter. Oui. C'est d'abord un problème de leadership, chacun voulant être à la tête de la chose. Mais qui a impacté quand même la vie sociale. Mais forcément, ça a impacté l'éducation, ça a impacté... Et ça démontre quoi? On a fait beaucoup de... Ça démontre une mauvaise gestion de... Ça veut dire que nous sommes dans une société aujourd'hui qui a besoin d'être refondée. Je crois que le Premier ministre l'avait dit, mais ça a été très mal interprété par beaucoup d'acteurs quand il a dit qu'on a besoin de repenser la société guinéenne à tous les niveaux. La classe politique, les syndicats, la société civile, on a besoin de regarder à l'intérieur pour voir est-ce que effectivement les gens sont en train de travailler conformément aux indications, n'est-ce pas, définies pour le fonctionnement de chacune de ces entités. Et on a vu qu'avec le SLEC, par exemple. Sinon, à l'arrivée du professeur Alpha Condé, il a fait une politique extraordinaire. Il a demandé à tous les acteurs sociaux, retrouvons-nous. Justement, M. Keita, si vous permettez, pour parler également de la politique, parce qu'il faut dire quand même que malgré toutes ces crises que la Guinée a connues tant sur le plan politique et social, le président de la République a sa lecture de sa gestion. Voici ce qu'en pense le président Alpha Condé en termes de bilan de sa gestion depuis 2010. Élément de réponse. Les Guinéens, chers compatriotes, j'ai partagé avec vous les premières années difficiles de mon mandat. Tout n'a pas été parfait. Mais soyez rassurés que chaque décision que j'ai dû prendre l'a été dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Nous le savons tous. Notre pays vient de très loin avec un héritage lourd. Nous n'en avons plus de crédibilité au niveau des institutions internationales financières. Mais grâce à nos efforts communs, à la détermination, à la patience du peuple de Guinée, nous avons relevé beaucoup de défis, notamment la stabilité économique, la réforme des forces de sécurité et de défense, de la justice, la lutte contre l'Ebola et l'amélioration de notre système de santé, le développement des secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et une série de réformes structurelles et institutionnelles. Comme vous le vivez, notre pays avance. Il est sur la bonne voie. Notre État se consolide. Notre Guinée a retrouvé sa force et sa fierté. Elle a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Oui, la Guinée est désormais une voix qui compte et qu'on écoute en Afrique et dans le monde. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes et à tous pour les sacrifices consentis, sans lesquels tout cela n'aurait pas été possible. Il est donc fondamental que les investissements réalisés profitent à tous. C'est le sens des efforts entrepris dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et plus récemment au niveau des collectivités locales à travers l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. Notre pays avance, c'est bel et bien les propos du président de la République, le professeur Alpha Condé, en parlant de son bilan. Alors, M. Keita, quand même, il y a un aspect qu'il faut dire sur ce bilan du président de la République. Il y a eu certes un retour de la Guinée sur le plan international. Il y a eu quelques, notamment, initiatives en termes de renouveau. Vous, qui relevez notamment du camp de la mouvance présidentielle,
Quelle réaction avez-vous face à ce bilan du président de la République? Vous savez, à moins d'être un daltonien pour ne pas s'en apercevoir des avancées significatives aujourd'hui dans notre pays, moi je vous le dis sans démagogie. Vous savez, ce qui fait mal en Guinée, c'est lorsque des gens qui ont été assez inconséquents dans la gestion lorsqu'ils étaient aux affaires se permettent de donner des leçons de gouvernance. Vous parlez de qui, des gens? Mais je parle de l'opposition actuelle, dans sa composition actuelle. Oui. Sidia Touré et Cellou Dalein ne peuvent rien nous dire en termes de gestion économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vendre des illusions à la jeunesse guinéenne, à la population guinéenne. Pour revenir au discours du président, je crois que vous étiez là. Pour celui qui était en Guinée en 2008, en 2010, l'état dans lequel notre pays se trouvait, vous comparez cette situation à 2019, je crois qu'à moins qu'on soit daltonien, comme je l'ai dit, pour ne pas reconnaître les avancées. Je ne suis pas en train de dire que tout est blanc, 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 non. Mais il y a une visibilité dans le cadre du processus d'évolution de notre pays. Je sais pertinemment que vous allez parler du secteur énergétique, mais notamment absolument, Caleta mais qu'est-ce que vous voulez? Si je ne parle pas de l'énergie, je parlerai de quoi? Oui, mais le problème... Nous avons un pays qui a 60 ans d'indépendance. Le professeur Alpha Condé est arrivé au pouvoir en fin 2010. La Guinée n'avait pas plus de 150 mégawatts en termes de production d'électricité. Vous le savez. Vous pouviez passer en Guinée... à Conakry 2 mois, 3 mois sans avoir d'électricité. Alors, intéressant le secteur énergétique. Il y a un problème quand même. Aujourd'hui, on est à près de 1000 mégawatts en termes de capacité installée. Mais comparativement au montant décaissé et qui ont été injectés dans le secteur énergétique guinéen et le résultat obtenu sur le terrain, vos détracteurs estiment quand même qu'il y a eu du gâchis. Combien on a investi de 1958 en 2010? Non, à votre époque. Vous savez, non, attendez, c'est-à-dire que je crois que c'est une comparaison qui n'a pas de sens. Oui. Ce qui est important, les autres ont fait la politique du matu vu, la politique qui consiste à mettre de la poudre aux yeux. J'entends certains leaders dire ici, quand j'étais Premier ministre, on a donné le courant à Conakry, mais où est le courant? S'ils avaient donné le courant, on se serait attelé à autre chose. Nous, le président de la République a dit, je préfère être un président impopulaire que de prendre des mesures conjoncturelles. Mais il y a eu beaucoup d'argent. Oui, mais c'est comparativement au résultat. résultat. C'est le résultat. Le résultat, aujourd'hui... Mais le résultat n'est pas... Si. Oui. Si, le résultat, il est là. Reluisant. Mais vous passiez 3 mois à Conakry sans électricité. Oui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer 2 jours sans électricité. C'est dans la période du soudure. Non, attention. Depuis que Caleta est là, il y a le moment d'étiage qui arrive. Oui. Mais Conakry, et c'est qu'on avait fait prévoir qu'il n'était pas pour ça avec Caleta. Non, personne n'avait dit ça. Vous savez? Non. Personne n'avait dit ça. Mais quand même, les études sont faites. Il y a, comment on appelle ça, tous les éléments d'information relatifs au barrage de Caleta. On a dit que Caleta, le blanc, pendant la colonisation, a prédit sur le plan énergétique, vous savez, on a 6000 mégawatts de potentiel hydroélectrique en Guinée. Oui. Le blanc qui nous a colonisés a dit que la résolution de la question énergétique de la Guinée passe d'abord et en premier lieu par la réalisation des barrages sur le Concouré. C'est les barrages Amaria, Soapiti, Caleta et Caleta. Oui. Mais depuis cette époque-là, parce que les études ont été faites, le premier régime a eu certes la volonté, parce qu'on a même créé le ministère de Concouré, mais on n'a pas pu réaliser ces barrages. Les 24 ans de la gouvernance du général Lansana Conté, on n'a pas pu. On n'a mis que le barrage de Garafiri. En 2 mandats, en moins de 2 mandats, le président a réalisé Caleta, Soapiti est à près de 80%. Soapiti qui est en cours, non, qui n'est pas aussi effectif. Et Caleta, on le sait que ça a été lancé dans la ferveur, notamment des histoires, des élections. C'est des histoires ça. Vous le savez quand même, attendez, vous n'êtes pas des techniciens. Il ne faut pas... faites vos enquêtes pour vous assurer, est-ce que
ces barrages-là n'ont pas été construits dans les règles de l'art. C'est extrêmement important. Il ne faut pas prendre la parole de l'opposant. Par exemple, on va lancer Swapiti. Oui. S'il plaît à Dieu, en fin d'année, il y a quand même un point au début 2020, les gens vont dire encore non, c'est parce qu'on est dans une année électorale. Ce n'est pas ça. C'est une question de prévision. Oui, mais le technicien travaille sur la base de ça. M. Keita, dans un décret pris par le président de la République, il a instruit à ce qu'on fasse l'audit de la gestion des fonds qui ont été alloués pour le secteur énergétique. Ce qui veut dire qu'il y a quand même de l'eau qui coule sur le pont en termes de bonne gestion. C'est que le président de la République, certes qu'il investit, mais il n'a pas la volonté de contrôle. C'est ça aussi le problème. Vous n'avez pas entendu ça en Guinée de par le passé? Je crois que mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Écoutez, l'histoire de la Guinée ne commence pas en 2010. Oui. Il y a eu des investissements de montants faramineux dans beaucoup de secteurs ici dont on n'a vu aucun résultat. Qu'un président de la République instruise au gouvernement de faire l'audit de la gestion des fonds alloués au secteur de l'énergie est une volonté politique clairement exprimée et qui dénote de son souci de transparence dans la gestion des choses publiques. Alors, parlons d'infrastructure. C'est ce qui est important. Parlons d'infrastructure. Certes que vous allez me dire qu'il y a eu beaucoup d'actions en termes d'ambition de la part du président de la République parce qu'il y a eu des offensives en termes de réalisation des routes, notamment à travers le pays. Mais aujourd'hui, quand vous faites le constat, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la fierté en termes d'investissement en travaux publics, par exemple? Parce que les ponts continuent à céder. Et récemment, on a vu la nationale Conakry Kindia qui était bloquée. Tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier de la gestion en termes d'infrastructure du président de la République? Moi, je vais t'aborder cette question sous un angle encore plus général. Oui. Est-ce qu'on peut être fier de la Guinée aujourd'hui? Je dirais oui, on peut être fier de la Guinée parce qu'il y a désormais une voie qui est tracée. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, il y a une voie qui est tracée dans le cadre du développement dans tous les secteurs. N'oubliez pas qu'à l'arrivée du président Alpha Condé, tous les secteurs étaient prioritaires. Vous parlez de routes. La Guinée, c'est combien de kilomètres de routes? En 2010, vous en aviez combien en bon état? Tout était comme ça, gâté. Vous n'avez pas de routes. Et si je dois qu'avez-vous fait pendant 10 ans, vous aussi? En 10 ans, oui. Nous avons construit beaucoup de routes. Je peux t'en citer. Oui. Nous avons construit la route Conakry-Boké. Oui. Nous avons construit la route Kisudu-Kondembadou. Nous avons construit la route Zékoré-Beila, qui étaient des routes impraticables. Kisudu-Kondembadou, on le sait. Non, attention. C'est juste une partie. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai bien limité. J'ai dit Kondembadou. L'autre partie va se faire. Non, écoutez. Nous avons fait l'autoroute Matoto Koya. Qui est dans un état puté aujourd'hui. Non, pas à tous les endroits. Allez-y. Non, mais j'étais à Koya hier. Non, j'étais à Koya hier. Monsieur. Allez-y voir, tout s'est défoncé. J'étais à Koya hier. Oui. C'est vous qui le dites. J'étais à Koya hier. On a fait l'autoroute Matoto Koya. Il y a quelques endroits, quelques petits endroits. Ce qui montre. Voilà. Ce qui prouve à suffisance. Non, ça se passe partout dans le monde. Oui. Il y a une question de suivi et d'entretien. Et si ce n'est pas fait, la responsabilité si ce n'est pas fait, ce n'est pas normal. Il faut que les responsables soient sanctionnés conformément à la loi. J'ai écouté le ministre des Travaux publics il n'y a pas longtemps, qui était en train de dire qu'on a convoqué les contrôleurs de ces chantiers et les entreprises qui ont eu le marché pour qu'ils puissent donner des explications et réparer au plus vite ces endroits gâtés. Alors, sans compter les investissements qui ont été faits dans le cadre de l'ouverture des zones de production. Le président a mis à contribution son budget de souveraineté pour permettre aux zones de production d'être désenclavées afin de permettre aux agriculteurs de découler leurs marchandises. Alors, il y a donc, quand même, je vais vous dire qu'il y a élément. Une certaine visibilité, ce qui est bien dans la gestion. On peut être d'accord sur ce point, mais sauf qu'il n'y a pas d'impact relatif. Parce que quand vous parlez d'amélioration, mais en termes de vie du Guinéen, les conditions de vie du Guinéen, aujourd'hui, le panier de la ménagère reste appauvri. Non. La majorité des Guinéens qui vivent dans la pauvreté sont plus nombreux que ceux qui sont dans le beurre. Non, je ne suis pas d'accord. Nous sommes une société en construction. Nous sommes un pays en construction. Il ne faut pas faire rêver les gens inutilement. Vous savez, notre pays n'est pas comme le Sénégal, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire, qui ont pris une certaine longueur d'avance sur nous. Sinon, en 1984, tout le monde sait que la Guinée produisait plus de bananes que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous prenons même la banane en Côte d'Ivoire. La Guinée produisait plus de pommes de terre que n'importe qui, l'arachide et tout ce que vous savez. Mais on a bazardé
l'élan économique que vous avez de la fait Guinée. pendant 10 ans? Mais on est en train de redorer au plan de l'agriculture. Mais le Guinéen vit toujours mal. Oui, mais le prix du sac on reste toujours cher au Guinéen. Oui, mais ce n'est pas comme c'était le cas quand nous on arrivait au pouvoir. C'est extrêmement important. Vous l'avez Aujourd'hui, compris. la production locale dans la Guinée profonde permet aux populations de se nourrir. Elles mangent plus, ces populations de l'intérieur, plus de riz local que du riz importé. Vous pouvez vérifier avec tout l'accompagnement que le président de la République a accordé aux agriculteurs. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, les agriculteurs guinéens commencent à voir l'effet de ces investissements dans ce secteur-là. C'est une évidence. L'effet de la gestion du président Alpha Condé continue d'avoir des impacts. Ce sont les propos de M. Suleiman Keïta. Il est conseiller à la présidence de la République, également membre du comité national des jeunes du RPG Arc-en-Ciel. On marque une courte pause, on revient juste après. On revient dans cette émission avec désormais la question des consultations nationales annoncées par le président de la République avec beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'il faut en faire pendant que les membres du Front National pour la défense de la Constitution disent qu'ils ne participeront pas à ce qu'ils appellent des coups d'État constitutionnels. Mais le président de la République, le professeur Condé, lui, a ses raisons parce que même s'il y a des interrogations autour de ces consultations, on suit cet extrait, on revient juste après. Guinéennes, chers compatriotes, en ma qualité de premier magistrat du pays, garant des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens, j'ai l'obligation d'écouter chacun et tous afin de permettre que toutes les idées et toutes les opinions s'expriment en toute liberté, mais avec responsabilité. Pour ma part, je ne faillirai pas à ma charge et ferai face aux attentes légitimes de nos concitoyens. J'invite chacun, à quelque niveau qu'il soit, à exercer ses droits dans le respect de ceux des autres. Nous devons nous unir face à notre avenir commun et nous engager tous pour la paix sociale et l'unité de la nation. Je sais que la fonction de président de la République impose des sacrifices pour la patrie. J'en suis conscient et je reste résolument engagé à remplir toutes mes obligations en comptant sur votre soutien, votre confiance. Notre pays a un tournant de son histoire. Tout le pays me parle, je vous entends, je vous comprends tous. Je me réjouis de constater que la démocratie à laquelle nous sommes tous attachés et pour laquelle notre pays a consenti d'immenses sacrifices s'enracine davantage. Il est légitime que chacun se pose la question de son présent, de son avenir et se préoccupe du destin de notre Guinée, notre bien à tous. Les compatriotes veulent tous la paix pour eux-mêmes et pour le pays. Nous demeurons tous mobilisés dans un élan patriotique et responsable pour notre idée de démocratie et de progrès. En faisant l'effort de se parler et la patience de s'écouter sans préjugés ni mépris, on se connaît, on se découvre mieux et on apprend aussi à se faire confiance. Dès lors, tout devient possible et le pays gagne sans que personne n'ait le sentiment d'avoir perdu. Lorsque la Guinée gagne, personne ne perd. C'est le chef de l'État, le président Alpha Condé, qui expliquait les raisons d'une consultation nationale annoncée sur l'égide du Premier ministre Dr Kassori Fofana. Mais la grosse question que beaucoup de personnes continuent à se poser, à quoi ça sert une consultation pendant que le gouvernement, le parti au pouvoir, est déjà en campagne? Monsieur Keïta. Écoutez, je crois que le sens du discours du président de la République devrait toucher toutes les âmes, en tout cas dotées d'un minimum de patriotisme. Je crois que le professeur Alpha Condé est un grand patriote qui croit en la Guinée, qui a cru en la Guinée et qui continue de croire encore. Les consultations sont des rituels républicains. Sauf que le sujet à débattre cette fois-ci cause problème. Non, c'est ce qui est dommage. Selon vos détracteurs. C'est ce qui est dommage quand des gens qui se réclament démocrates trouvent inopportun de débattre d'une question centrale. C'est parce que vous êtes déjà en campagne. On a vu le Premier ministre Dr Kassori Fofana. Mais les autres sont en campagne. Qu'il a passé sous serment tous ses ministres afin qu'ils disent qu'ils soutiennent le sens de la Constitution. Non, le Premier ministre ne vous a pas dit ça.
Non, il a dit. Non, le Premier ministre ne vous a pas Mais dit. on voit les ministres en campagne. Non. Le Premier ministre ne vous a pas dit. Les images là illustrent ça. Non, on n'a pas jamais dit qu'on a passé les ministres sous serment pour se prononcer Mais vous êtes en campagne. en faveur ou non d'une nouvelle constitution. Mais vous êtes C'est un en campagne. débat libre. Oui. Je crois que ceux qui ne se sentent pas concernés, vous les voyez moins. C'est un problème de position personnelle. Nous sommes tous des Guinéens. Nous avons tous le droit de nous prononcer sur une question centrale comme la question de la Constitution. L'avis de... Non. La consultation, le sens de la consultation, c'est d'abord respecter un rituel républicain. Pour avoir des opinions et des positions. En démocratie, Oui. la consultation constitue un élément qu'on ne peut pas exclure. Tout le monde a le droit de donner son point de vue. Mais vous, le Premier ministre, vous avez déjà chef donné du votre point de gouvernement, le Premier ministre, Oui. chef du gouvernement, Oui. conformément à l'esprit démocratique, Mhm. est le garant du dialogue social entre les acteurs politiques, les acteurs sociaux. C'est son droit régalien. Monsieur Ça n'a Keita, rien à voir, Monsieur Keita, permettez-moi, Oui. ça n'a rien à voir avec ses prises de position personnelles. Il est Premier ministre d'un président, d'un gouvernement mis en place par un président qui a une politique. Je peux être Il d'accord avec soutient vous. cette politique. Sur la forme, Parallèlement, sur la forme, je peux être d'accord avec vous. Mais sauf que vous-même, vous le savez, les consultations, comme le président l'a rappelé, c'est pour avoir l'opinion des uns et des autres en vue du projet du changement de la Constitution. Ouais. Je rappelle que c'est la même Constitution qui a permis au président de la Fabrique d'être président à des reprises et sur laquelle le président s'est engagé à respecter et à faire respecter. vous pensez qu'engager des consultations, c'est violer la Constitution? En tout cas, si c'est dans le sens du changement de la Constitution, quand même. Non, mais quand même. Ouvrir des consultations entre les acteurs sociopolitiques, Oui. c'est violer la Constitution, ça? Oui, mais si c'est pour un projet de changement de la Constitution. Non, écoutez, tous les sujets peuvent se débattre dans une démocratie. Oui. À commencer par la Constitution qui est le texte fondateur. Nous, notre position, elle est claire. Je crois que nous allons être reçus aujourd'hui ou demain par le Premier ministre. Quelle est votre position? Je Qu'est-ce vais que vous allez parler dire au Premier du ministre? RPG Arc-en-Ciel. Oui. Notre position, elle est claire. Oui. Nous l'avons déjà dit dans Donnez-nous notre siège. l'exclusivité hein, pour nos Nous l'avons dit. téléspectateurs. Nous l'avons dit dans notre siège. Nous avons fait une déclaration dans laquelle nous avons demandé de façon expresse au président de la République de faire tout pour que la Guinée puisse se doter d'une nouvelle constitution. Alors, à quoi ça sert ces consultations? Mais écoutez, Si votre position est nous l'avons dit dans notre siège. Attendez, Oui. nous l'avons dit dans notre siège. Ce n'est pas formel. Nous sommes dans une république. Maintenant, ça va être acté, écrit comme étant la position de la mouvance présidentielle sur la problématique de la Constitution. L'opposition n'est pas d'accord. Elle est libre de venir participer à Et ces ce n'est pas consultations. seulement que l'opposition. Ne Écoutez-moi. minimisez pas parce que le Front Écoutez-moi. National pour la défense Moi, de je la ne parle composition. pas de Front National. Non, mais c'est composé j'ai dit d'associations de la société civile et des acteurs politiques et pas des moindres. Le seul défi de l'opposition guinéenne. J'ai toujours dit Oui. que le FNDC, le jour où ça a été créé, Mm. quand on m'a interviewé, j'ai dit que le FNDC égale à UFDG. Et je le Non, maintiens. mais Permettez-moi. monsieur Keita, s'il vous plaît. Permettez-moi, je le maintiens. Oui. Et j'ai dit, si et Détouré j'ai dit, était un et véritable leader, j'ai dit ensuite, Faya Minimono également est membre et du j'ai FNDC. dit que c'est un mariage forcé qui ne tardera pas à se disloquer. Et croyez-moi, ça va se disloquer parce que je sais, les gens qui composent ce FNDC, ce sont des gens, chacun fait le chat derrière l'autre. Il n'y a aucune confiance parce que ce sont des anciens qui ont appartenu à un système corrompu et qui ne peuvent jamais se faire confiance pour aller vers un objectif. Et comment faire ces La consultations? preuve, Oui. le chef de file de l'opposition a été institué, il recevait de l'argent. Non, Vous avez ça vu n'a rien à comment, voir, monsieur attendez, Keita, attendez. ça n'a rien à Vous voir. savez comment ça s'est Nous passé parlons- par la suite? Non, mais ça n'a rien à Sidi voir. ça. Touré dont vous parlez, Oui. il n'y a pas 3 mois, Oui. il était haut représentant du président de la République, Mais il a avec démissionné. tous les avantages liés à ça. Au- Vous savez, Non, pour les l'intérêt- autres, non, écoutez, Non, au service de la Guinée, on peut faire des d'accord, des au service concessions. de la Guinée, d'accord. Oui. Au service de la même Guinée, Oui. nous pensons que nous avons une constitution qui est en désuétude. Une constitution qui n'est pas l'émanation de l'expression de la volonté populaire, comme le prévoit la démocratie au vrai sens du terme. Notre position est que
la Guinée a besoin, et de façon plus urgente, de se doter d'une constitution qui permettra de prendre à la fois l'avis de tous les Guinéens, mais aussi de faire en sorte que toutes les anomalies, toutes les contradictions constatées dans cette constitution puissent être revues en peigne fin, afin qu'on ait une constitution qui permette d'assurer la stabilité de notre pays. Pourquoi c'est à la fin du dernier, selon la constitution, du dernier mandat? Ça n'a aucun sens. Que vous vous rendez compte? Ça n'a aucun sens. Je vous dis, je répondais à cette question il n'y a pas longtemps. Ça n'a aucun sens. Vous savez, ce qui me fait mal dans cette affaire-là, on veut ramener le débat de la constitution à la personne du chef de l'État. Oui. Je le dis, si on change la constitution, on changeait la constitution en 2013, ou on changeait la constitution en 2014, ça a le même résultat politique. Ce dont l'opposition a peur, ça arrive à la même chose. Tout dépend de la volonté du président de la République. Quand vous changez la constitution en 2013, le mandat antérieur ne compte plus. Vous avez encore la possibilité d'avoir un mandat supplémentaire. Moi, la question de dire pourquoi c'est maintenant, c'est un faux débat. Alors, parce que je sais, d'autres ont fait la même chose. En Côte d'Ivoire, il y a longtemps, le président Ouattara a réglé la question de la Constitution. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il ne va pas se représenter? Je crois que le président est très sincère dans ce qu'il fait. Moi, mon problème n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer après le changement constitutionnel. C'est plutôt un recul du président qui, certainement, voit en train de mesurer les conséquences, peut-être, ou bien il est en train de douter d'un éventuel troisième mandat, parce que ces consultations-là, c'est une sorte d'arme mouillée pour certains. Non. Pour nous, le RPG, doter la Guinée d'une nouvelle constitution fera partie de notre bilan. Non, l'histoire autour de la consultation est une sorte de recul du président qui apparemment commence à douter. Comment ça, il va douter? Le président Alpha Condé n'a jamais douté. C'est mal le connaître. Hein? Le président Alpha Condé a été condamné à mort par contumace par le président Ahmed Sékou Touré. Il a été emprisonné par le président Lansana Conté pendant 2 ans et demi. Mais il est président. Alors, Alpha Condé n'est pas... C'est mal le connaître. Alors, comment vous allez faire ces consultations pendant qu'une bonne partie quand même des acteurs politiques et de la société civile guinéenne qui appartiennent au FNDC disent qu'ils ne participeront pas à ce qu'ils appellent de coup d'État constitutionnel? C'est un principe. Oui. C'est un principe. Le principe de la consultation est démocratique et il est républicain. Les acteurs qui ne se sentent pas concernés par la consultation, c'est leur point de vue. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de donner son point de vue. S'ils ne viennent pas à la consultation, d'autres viendront. Non, elles n'auront pas de sens. Non, si, ça a le sens. Dans ces cas. Ça a le sens. Les consultations ont commencé. Il y a beaucoup de partis de l'opposition républicaine qui ont exprimé leur souhait de participer à ces consultations et qui ont déjà commencé à être consultés. Les institutions vont être consultées. Attention, le FNDC ne représente pas le peuple de Guinée. Je suis désolé. Mais il regorge quand même des grands partis, notamment celui de ces grands partis sont dans l'opposition parce qu'ils ne représentent pas la majorité des populations guinéennes. Celui qui représente la majorité des populations guinéennes, c'est lui qui est président de la République, investi de la confiance de la majorité du peuple de Guinée. La souveraineté appartient au peuple et pas à un groupe d'individus. Alors, comme vous le savez, quand même, cette question de la Constitution, certes que les politiques, on est ravis, mais il y a quand même l'un des éléments fondamentaux à ce qui concerne ces projets de changement de la Constitution, c'est le Guinéen, parce que et les politiques et la mouvance présidentielle, même le président de la République, parlent tous au nom de ce peuple de Guinée. Alors, nous avons recueilli quelques réactions des Guinéens sur la consultation nationale. Voici ce qu'ils en pensent. À mon humble avis, elle est normale. Dans tous les pays au monde, la consultation est nécessaire. Lorsque vous jugez qu'il y a des failles dans la constitution présente, il faut consulter. Les gens vont s'exprimer par rapport au dysfonctionnement de l'actuelle constitution. Ils sont vraiment libres de penser à changer la constitution. Tout comme ceux-là aussi qui ne sont pas pour le changement constitutionnel, ils sont aussi libres d'exprimer leur volonté de ne pas changer. La consultation nationale concernant la modification de la Constitution, bon, moi je ne suis pas pour la modification d'ailleurs de la Constitution. Pensant à la consultation, moi je pense que derrière ça, il y a une modification
de la Constitution. Normalement, on ne devrait pas penser à une modification pour un président qui doit donner l'image à la démocratie d'une nation. La Constitution, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour un État. Ça peut être Alpha Condé comme ça peut être une autre personne. Il faut connaître d'abord ce que c'est la Constitution. Il faut savoir d'abord de quoi il s'agit. Les points importants. Si ces points importants sont à l'avantage du peuple guinéen, Alpha Condé est là pour un temps. Après ce temps-là, il va partir. Mais si on adopte une nouvelle Constitution qui est avantageuse pour la nation guinéenne, pourquoi ne pas aller au vote? En tout cas, si on nous demande d'aller au référendum, il faut aller. Si tu es pour, tu votes oui. Si tu n'es pas pour, tu votes non. C'est aussi simple que ça. La consultation, on veut faire une consultation, pourquoi exactement? Alors, est-ce que la consultation, c'est pour demander aux gens, est-ce que vous êtes pour un troisième mandat ou pas? Ou bien est-ce qu'on veut dire aux Guinéens, ce qui est là, c'est mauvais, il faut changer pour améliorer la condition de vie des Guinéens? Voilà la question qu'il faut se poser. C'était à présent la réaction de quelques citoyens sur cette question de la tenue des consultations nationales en vue d'un changement de la Constitution. Alors, M. Keita, vous avez vu quand même que les Guinéens restent largement divisés sur la question des consultations en vue d'un projet de changement de la Constitution. Évidemment, vous êtes tombé sur des gens lucides. Je crois qu'il ne faut pas réduire, comme je l'ai dit encore, la question de la conscience sur la personne du poste Alpha Condé. Mais je vais vous dire le vrai problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition est dans une dynamique qui consiste à dire, faisons tout, on va faire partir le poste Alpha Condé pour que nous puissions revenir aux affaires. Parce qu'ils ont tous, chacun, des intérêts sur le dos du contribuable guinéen à travers les différents marchés, les différentes activités économiques du pays. Donc, est-ce que c'est parce que Sidya Touré ou Cellou Dalein ont peur d'affronter Alpha Condé que nous allons refuser de revoir notre texte mais pour l'adapter? Ils l'ont affronté. Oui, mais il les a battus deux fois. Peut-être qu'ils ont peur de l'affronter. Attention. Ça reste à débattre quand même. Vous aussi. Attendez. Non, quand même. Non, c'est-à-dire que arrêtez arrêtez ça. C'est pas parce que un opposant a peur d'affronter un candidat que nous n'avons pas le droit de voir quel type de constitution nous adoptons pour les générations futures. C'est pas possible. Et mieux, si on rentre dans le fait, parce que ce qu'ils craignent, vous n'avez pas dit, c'est le troisième mandat. C'est ça, ils ne veulent pas le troisième mandat pour le président Alpha Condé. Moi, ce n'est pas mon affaire ça. Ce qui m'intéresse, nous avons une constitution qui n'est pas adoptée par référendum. Un. Deuxièmement, nous avons une constitution qui, en son sein, a plusieurs éléments qui peuvent mettre en péril quels sont ces éléments? L'unité nationale. Je vous donne un seul élément. Je vous donne un seul élément. Non, pas un seul. Alors, je vous donne des éléments si vous voulez. Parce que vous voulez... À chaque fois, c'est la République qu'on entend. Je vous donne des éléments alors. Oui, je vous donne des éléments alors. Oui. Allez à l'article 30. Qui nécessite... Allez à l'article 30 de la Constitution actuelle. Oui. Qui dit que lorsque dans le processus électoral, un candidat en course pour la présidentielle désiste ou décède, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On reporte la date des élections. Vous comprenez? On rouvre. Parlons de l'aspect qui intéresse un peu le Guinée. Mais c'est que je vous explique. Oui. Ça intéresse le Guinée. Oui. Mais la stabilité du pays, il n'y a pas de développement sans stabilité. Quand il y a l'instabilité institutionnelle au sommet de l'État, tu ne parles plus de développement. Imaginez que vous, candidat à une élection présidentielle, à quelques jours du scrutin, vous démissionnez, vous dites, bon, je ne suis plus partant. Ou un candidat décède. Notre constitution dit que quand cette situation arrive, il faut décaler la date de la tenue des élections, réouvrir le dépôt des candidatures pour de nouvelles candidatures, vous comprenez? Et aller à des élections à une nouvelle date. Supposons, moi je peux financer 5-6 personnes pour aller à une élection, et à chaque fois qu'on arrive à l'échange, je dis à quelqu'un, retire-toi, il se retire, on va aller permanemment, parce qu'il n'y a aucune échéance. Ça c'est un. Ça c'est un. Rapidement. Deuxièmement, dans cette constitution, on vous dit qu'un dixième des députés peut engager une procédure de destitution du président de la République. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire,
c'est les 2/3. Au Sénégal, c'est les 2/3. Au Mali, c'est les 2/3. Nulle part en Afrique, vous ne trouvez ça. Ça signifie quoi? 10 députés, 10 petits députés, entre griffes, peuvent demander la destitution du président de la République. Non, demander, pas exiger. Mais je sais que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Non, attendez. Mais réunir 10 personnes, ça ne veut rien dire ça. Si on peut prendre 10 personnes, 10 députés seulement peuvent demander la destitution du président de la République, vous comprendrez dans quel risque nous nous trouvons. Alors parlons Troisième chose. Oui. Un président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée nationale qu'au bout de 3 ans d'exercice de sa mandature. Oui. Dans un Tout mandat, ça, c'est politique. Non, attends. Non. Mais c'est le politique qui règle le social. Je veux l'acquis social. Non, attendez. L'acquis social dans le politique, attention. Dans Attendez, cette campagne pour la nouvelle le constitution. politique Est-ce règle. que le Guinéen lui engage? Le politique, c'est pas tous les Guinéens le politique qui règle le social. Ce n'est pas tous les Guinéens Attention, qui président de la République. attention, c'est le politique qui règle le social. Oui. Mais il y a d'autres éléments, Oui. peut-être élémentaires, peut-être que tu as besoin. Nous voulons, à travers cette constitution, qu'on prenne en compte une certaine protection sociale des personnes démunies, notamment les handicapés, les femmes, les jeunes. C'est important. Prenez la décentralisation. C'est vrai que ça va faire l'objet d'une loi organique, mais on a besoin d'affirmer ça de manière forte dans notre constitution pour faire en sorte que la décentralisation soit effective et de manière à ce que les collectivités puissent compter dans le processus de découpage électoral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a tellement de trucs à faire. Mais en parlant de cette nouvelle constitution, parce que vous l'avez suivi, vous avez suivi notamment ces Guinéens-là, la majorité des Guinéens se posent la question sur la forme. Parce qu'on parle d'une constitution qui n'est pas visible, qui n'est pas connue. C'est seulement la mouvance présidentielle qui en sait ce qu'elle est, le contenu. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord l'exhiber pour que tout le monde sache ce qu'il y a à l'intérieur? On n'invente pas une constitution. C'est justement la raison pour laquelle on a... Attendez, on n'invente pas une constitution. J'ai entendu certains opposants dire qu'on a rédigé la constitution et l'a déposée là-bas. Je crois que quand on est un leader politique, en tout cas d'un certain background, il est important de ne pas se permettre d'aller dans des mensonges, parce que c'est des mensonges. S'il y avait constitution, il n'y a pas consultation. Consultation, on prend l'avis de tout le monde, et ensuite, la logique voudrait qu'il y ait une commission de rédaction qui travaille là-dessus et qui va recueillir les points de vue de l'ensemble des composants de la société, partis politiques, société civile, associations de jeunesse, les femmes, les agriculteurs, tout le monde a son point de vue à donner. Moi, j'aime les enseignants, les mécaniciens, tout le monde doit donner son point de vue. Maintenant, un texte va être rédigé qui va passer à l'Assemblée nationale, passer à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de conformité avant d'être soumis au référendum. Ce n'est pas un groupe en catimini qui va se retrouver pour rédiger une constitution au nom du peuple de Guinée. Ça ne se passe pas comme ça. Je crois que tout ça relève de la volonté de distraire l'opinion et de la volonté de désinformer l'opinion à travers des argumentations de ce genre. Et comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est également les explications données par la mouvance présidentielle en ce qui concerne le projet d'un changement de la Constitution en Guinée. On va accorder une courte pause à l'écran commercial. On revient juste après. Et dans cette sortie, notamment du président de la République, au cours de son adresse à la nation, il a parlé également de la nécessité qu'il en fait de la tenue des élections législatives en Guinée. D'ailleurs, le chef de l'État donne également instruction à son gouvernement d'aller vite et sans délai vers la tenue de ces législatives pour enfin doter de la Guinée d'un nouveau parlement parce que celui en cours est déjà périmé. Monsieur Keita, on parle de ces élections législatives. Vos détracteurs estiment que le discours du président, par rapport à la réalité, il y a un chevauchement parce que l'engagement de l'État ne se résume pas en termes d'instruction, mais ça se résume en termes d'accompagnement dans l'aspect financier de la tenue des élections. Parce que jusqu'à présent, la CENI n'a pas les moyens de ses ambitions. Est-ce que ça sert, à quoi ça sert d'inviter son gouvernement à aider la CENI d'organiser les élections pendant que l'État ne s'est pas désengagé en termes d'appui financier pour la tenue de ces élections? Non, je crois que vous êtes un peu en retard. En information. Bon, officiellement. Je crois que la CENI est en train de... Non, techniquement, mais... La CENI est en train d'exécuter son chronogramme. Oui. Au moment où je vous parle, elle a fini d'installer tous les démembrements. Il y a, je crois, un opérateur même qui aurait été retenu pour
travailler sur le fichier électoral, ainsi de suite. Je crois qu'en termes de moyens, à partir du moment que la CENI a présenté sa façon de travailler, le gouvernement, conformément aux instructions du président, bien entendu, mettra tous les moyens. Je crois qu'il n'y a pas un problème de moyens à ce niveau-là. D'ailleurs, je suis un peu surpris parce que j'ai entendu des opposants dire que le gouvernement a mis tous les moyens à la disposition de la CENI et que ça signifie ici que si les élections ont retardé, c'est parce que le gouvernement n'a pas voulu. Vous n'avez pas la volonté. Donc, je vais vous dire, non, moi, ça c'est leur approche. C'est une évidence quand même. Non, c'est leur approche. Ce que moi je sais, en Guinée, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections, c'est la CENI. Et cette CENI, elle est indépendante parce qu'elle est constituée par l'ensemble des acteurs politiques, conformément au protocole, ou bien si tu veux, au code électoral. Donc la CENI, elle est une CENI équilibrée, même si on n'a pas voulu que ce soit une CENI technique, comme ça a toujours été réclamé par les uns et par les autres. Nous avons une CENI qui contient à la fois les membres de la mouvance, les membres de l'opposition à part égale. Et c'est la même chose jusqu'au niveau des démembrements. Donc nous pensons que les élections législatives sont une priorité et Dieu merci parce que le programme est en train de se mettre en place. Mais ce que je vais vous dire, l'opposition ne veut pas d'élections législatives. Non, mais l'opposition a tous. Oui, non, pour toutes les élections, je vous dis, il a fallu quand même un bras de fer de je vous l'opposition. dis, non. Parce que ce soit les législatives, les communales, on est parti d'accord en accord pour qu'il y ait élection. Non, on est parti des manifestations politiques. C'est pas vrai. Marche pour qu'il y ait élection. C'était des stratagèmes. Oui. On est toujours allé à des élections ici selon un consensus. Vous comprenez? Les manifestations cachaient une autre intention. Consensus veut dire qu'on refuse d'appliquer la loi telle qu'elle est indiquée dans la Constitution. Les manifestations. Pourquoi faire un consensus pendant qu'on a une loi qui réglemente tout ça? Les manifestations résultaient d'une autre intention. Je vais vous dire, on a fait une petite simulation. On a comptabilisé, en tout cas, en termes de manifestations, plus de 523 manifestations organisées par l'opposition dite républicaine. Tantôt, c'est tout le monde, tantôt il y a d'autres qui se retirent, qui sont à la mouvance, etc., etc. 523 manifestations, ce qui fait 1 an et demi. L'objectif de ces manifestations était de créer un climat d'instabilité dans le pays pour décourager les investisseurs et empêcher le président de la République à atteindre les objectifs de développement. Alors, si vous permettez, on va suivre. Maintenant, là où nous sommes, c'est un autre débat. L'extrait du président de la République sur la question de la tenue des élections législatives, on revient juste après. Chers compatriotes, les droits de nos peuples sont inaliénables comme la liberté de chacun d'entre nous est sacrée. Toute ma vie, tout le long de mon histoire personnelle et de mon parcours, j'ai été à l'écoute de mon peuple et en phase avec lui. Aujourd'hui encore, au moment où partout dans le monde, les peuples décident tout seuls de leur destin et font l'histoire, je reste convaincu que le peuple de Guinée a toutes raisons et que nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté et de ses aspirations profondes. C'est ma conviction de tout le temps. Guinéennes, chers compatriotes, notre peuple a l'occasion de faire ses choix et d'exprimer sa volonté lors des élections. À ce propos d'ailleurs, j'invite tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections législatives à doubler d'efforts et d'ardeur dans le travail, à se mobiliser tous pour que les élections se tiennent dans le courant de cette année. J'engage le Premier ministre et le gouvernement à soutenir et accompagner la Commission nationale électorale indépendante CENI et les acteurs électoraux afin de créer les meilleures conditions de préparation et d'organisation des scrutins attendus dans notre pays. Alors, c'était le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui instruisait un peu tous les acteurs politiques et pourquoi pas le gouvernement guinéen d'aller à ces élections. Alors, parlant de ces élections, il y a un aspect quand même qui reste important selon vos détracteurs parce qu'on estime que les consultations nationales est une sorte de poudre jetée au jeu des acteurs, mais la vraie arme que le président de la République disposerait pour notamment cette possibilité de troisième mandat, c'est le tripatouillage de ces élections législatives afin de s'offrir les 2 tiers de l'Assemblée nationale pour faire passer le projet. Quelle est votre réplique là-dessus? Si on a les 2 tiers de l'Assemblée nationale prochaine, ce qui n'est pas possible. Ça aura été
la volonté du peuple de Guinée. Est-ce que c'est possible ça aujourd'hui? Le président a été élu. Au regard de la cartographie de la Le président a été élu à plus de 54% des voix. Mais qui n'a pas eu la majorité à l'Assemblée en nationale. 2015, écoutez-moi, en 2015, c'est un autre contexte. Les élections législatives de 2013 et les élections législatives de 2019, c'est deux contextes différents. On a fait certainement des erreurs qu'on va corriger. On a présenté des candidats qui n'étaient pas à la taille. On va essayer de revoir tout ça. Les communales, ainsi de suite. Les communales ont été quand même une grande illustration parce que même dans la capitale Conakry, les communales, quand vous prenez la moyenne nationale, c'est seulement une commune. Et ça aussi on le sait. Quand vous prenez la moyenne nationale, les élections communales, nous avons toujours la majorité en Guinée. Vous comprenez? Faites la somme de tous les conseillers. Je n'ai pas le chiffre exact, mais nous sommes majoritaires encore. C'est-à-dire que moi, je pense la politique, elle est dynamique. Est-ce que le doute est vérifié? Elle n'est pas statique. Est-ce que le doute de vos détracteurs en termes de tripatouillage pour s'offrir un troisième mandat? Mais quelle élection n'a pas été contestée par cette opposition? Comment vous voulez que des anciens voleurs puissent avoir confiance quand vous faites le sérieux? Le voleur pense que tout le monde est comme lui. C'est ça, c'est pas compliqué. On a vu ici les gens, comment ils ont organisé les élections en Guinée, tout le temps. On a vu le président de l'UFR, ton pied, mon pied, en campagne, avec le président Lassana Conté. On a vu le président de l'UFDG, Cellou Dalein, en inspecteur pour le référendum à Labé. Tout le monde a vu ça. Il ne faut pas qu'on oublie aussi vite. Nous sommes dans un processus. Si on voulait voler des élections, on aurait volé des élections. Après, il va y avoir des troubles et puis après, c'est fini. Comme ils l'ont fait. Mais moi, j'ai vu le président en train de crier sur des responsables du parti en leur disant, vous avez échoué. Surtout à Conakry. Il l'a dit. Les cinq communes, vous avez échoué parce que vous n'avez pas été capable de gagner les élections. Oui. Vous allez vous taire. Avec tous les moyens allez travailler. Que vous avez à votre disposition comparativement à quel moyen? Non, quel moyen? Mais on a gagné les élections de 2010, on n'avait pas les moyens. Le professeur Alpha Condé était le candidat le moins soutenu. Tous les opérateurs économiques de la Guinée ont soutenu l'opposition, mais nous on a gagné. C'est pas ça. C'est pas un problème de moyens. C'est un problème d'harmonie entre ce que vous proposez et les attentes de la population. Je crois que si on a fait des erreurs, on les corrige et on avance. Moi, je n'ai aucun complexe de reconnaître cela. Aucun. Ce que je sais, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas une élection en Guinée au regard de l'opposition en face. Le peuple de Guinée n'est pas quand même bête que de confier les destinées du pays à des gens qu'on a cherchés en 2006. Vous savez, j'aime rappeler ça et c'est important. En 2006, on a cherché des gens. On a dit au président Lassana Conté, nous voulons d'un gouvernement nouveau. Nous voulons des hommes nouveaux. Tous ceux qui ont participé à la gestion du pays pendant le régime de Lassana Conté, on ne veut pas d'eux. C'est ça qui a fait qu'on a fait venir Lassana Conté. Si vous dites attendez. Si vous dites ça, monsieur Keita, allez-y. La réalité vous rattrape. Vous allez me poser. Non. La réalité vous rattrape parce que tout. la plupart des conseillers, des ministres qui sont à la présidence de la République étaient du système de Lassana Conté. Mais ils sont dans un contexte différent. Oui, mais ils sont obligés. Mais c'est des produits de Lassana Conté, les Kiridi Baboura, les Kassori Fofana. On n'invente pas des Guinéens nouveaux. Quand vous parlez de ceux qui... Non. Oui. Quand vous avez fait votre mea culpa et vous avez souscrit à la vision du professeur Alpha Condé, vous appliquez la vision du professeur Alpha Condé et non votre vision, vous travaillez dans un autre contexte. Ce n'est pas la même chose. Mais ceux-là qui récidivent dans leur erreur, bien entendu, eux, nous les mettrons où il faut les mettre. Le président de la République a dit, moi je me rappelle, avant qu'il ne soit président, nous allons nous battre. Si on gagne les élections, nous sommes obligés pour la stabilité de la Guinée de gouverner le pays avec l'ensemble des forces du pays pour la stabilité de notre pays. Pour 2 législatures au moins, on a besoin de travailler avec tout le monde. Ceux qui ont travaillé mal hier, s'ils ont décidé de travailler bien avec nous, on est obligé de leur ouvrir la porte. Il est sur cette voie. C'est un rassembleur. Ces élections, on le dit bien, on espère, vont se dérouler dans la paix et la sérénité parce qu'on le sait que les élections législatives en Guinée ont été toujours émaillées de morts et de victimes. On fait une courte pause, on revient juste après pour conclure cette émission. Ces élections, on le dit bien, on espère, vont se dérouler dans la paix et la sérénité parce qu'on le sait que les élections législatives en Guinée ont été toujours émaillées de morts et de victimes. Alors, M. Keita, on arrive presque à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent pour cette année. Le mandat de du président de la République finit en 2020. Il y a les élections législatives qui s'annoncent. Beaucoup de choses sont en perspective, notamment pour cette année 2020. Écoutez, je voudrais m'adresser particulièrement à la jeunesse guinéenne qui constitue
si vous voulez, le point nodal de tous ces agissements, de tous ces remous à la fois socio-politiques. Le professeur Alpha Condé est à la 9e année de la gestion du pays. Aujourd'hui, nous avons des résultats incontestables dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des infrastructures routières, hôtelières, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la réforme des forces de défense et de sécurité, et dans beaucoup d'autres secteurs. La Guinée est revenue dans le concert des nations civilisées. Aujourd'hui, notre pays est respecté à travers le monde grâce à ce leadership affiché par le président de la République. Alors, les perspectives sont bonnes et on a de la visibilité sur là où nous allons. Donc, notre génération est interpellée. Deuxième chose, nous allons à des échéances politiques importantes. Les législatives, ce sont des élections, chacun est libre de choisir son camp. Mais je demande aux jeunes de Guinée de voter pour les candidats du RPG Arc-en-Ciel, parce que l'avenir, en tout cas prospère de la Guinée, réside dans ce cadre-là. L'avenir prospère de la Guinée réside dans le camp de la mouvance présidentielle, notamment du RPG Arc-en-Ciel. Ce sont les mots de la fin de notre invité. Et il ne me reste qu'à vous remercier pour votre aimable fidélité et attention à la télé du 21e siècle. Restez scotchés à cette télé, car le meilleur reste à venir.